We always have the 5 minute. Oh. I think did I spoke? Did you hear me? Yeah. Yeah. Always wait 3-4 minutes. Thank you. Do you think we can start? Peut-être on va commencer. Tout d'abord, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette conférence. Ces conférences, ces congrès sont très importants pour les villes amies des aînés. Beaucoup de personnes ont travaillé à différents niveaux, alors je voudrais dire merci à IMSERSO et bien sûr aussi aux organisateurs. Merci infiniment. Voilà, eskerrikasco, c'est-à-dire merci en langue basque, en euskara. Alors, deuxième séance plénière. Le titre aussi compte est important puisque nous devons fêter, célébrer les leçons apprises, ce que nous avons hérité. Nous sommes en train de fêter 50 années dans ce réseau et nous avons vu l'évolution en termes d'activités de membres. Toutes ces leçons et toutes ces activités ont contribué à mieux comprendre le développement des villes amies des aînés. Et de plus en plus des villes et des communautés l'ont traduit dans la pratique, aussi bien au niveau national que régional et local. C'est très très important de voir que nous avons différentes structures parce que le modèle est flexible, souple. Nous travaillons ensemble, bien sûr, à travers des partenariats et des collaborations différentes. Et on va parler de tout cela et on va beaucoup apprendre de nos invités. Le réseau et les affiliés se sont toujours concentrés sur un objectif qui est celui de contribuer à développer un monde amiable où nous tous puissions faire partie de la planification. Non, il ne s'agit pas tout simplement de recevoir les services. Nous tous devons planifier et mettre en œuvre les politiques liées au développement durable, tout ce qui touche au vieillissement. Voilà, nous tous faisons partie de cela. Et ce que nous avons appris jusqu'ici, c'est ce dont on va parler. On va parler de tout ce processus pour pouvoir développer l'agenda et pour pouvoir faire des progrès en faveur des populations vulnérables aussi. Nos conférenciers ont été choisis, sélectionnés pour leur expérience exceptionnelle et pour leur contribution essentielle à notre mouvement de ville et de communauté. Beaucoup d'autres auraient pu être assis ici parce qu'il y a tellement d'expériences formidables partout dans le monde. Alors on aurait pu inviter beaucoup d'autres, mais avant de commencer, permettez-moi de vous dire qu'il nous manque 2 conférenciers
Le secrétaire du gouvernement de Québec n'est pas avec nous. Oui, ils ont commencé en 2008, aujourd'hui ils ont plus de 2000, mais nous avons la fédération de l'agisme, la fédération IFA, voilà, du Canada, qui a joué un rôle très très important, bien sûr. Alors, tout d'abord, on s'est réunis à Dublin en 2011. Alors, félicitations, vous avez commencé à démarrer quelque chose d'incroyable à ce moment-là. Si on l'avait su à ce moment-là, on ne le savait pas, mais nous voici. Alors, merci, merci, merci pour avoir fait cela. Ensuite, en 2013, ça s'est passé à Québec, dans ma ville. Et là aussi, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas au succès que nous avons aujourd'hui, voir ce mouvement de cette ampleur. Mais tout au long de ce temps-là, l'IFA, tous les 2 ans, a organisé une petite conférence pour parler des communautés des villes amies des aînés. Alors, et nous nous sommes réunis souvent. Alors voilà, pour moi, aujourd'hui, c'était important de le dire. Pour ceux qui sont plus âgés aussi, vous saurez que le réseau a commencé même avant. Non seulement il y a 15 ans, ceux qui ont participé à l'escalage nous a parlé de Copacabana de l'année 2005 et nous a parlé de la caipirinha avec toutes ces bonnes idées. La caipirinha, c'était le point de départ et ensuite on est passé vers un processus de recherche. On a élaboré le protocole de Vancouver et tout cela avec la chance publique de Canada. Alors, merci Margaret. Merci Margaret pour être ici, pour avoir fait ça une réalité. Vous avez travaillé très dur pour ce faire. Alors voilà. Alors, ce que nous allons faire est que chaque conférencier aura 10 minutes. Et nous allons... Voilà, et ensuite on voudrait pouvoir poser des questions. Sinon, moi-même, j'ai préparé des questions. Mais je crois que nous allons avoir l'opportunité aussi de pouvoir échanger, de parler de la vie, de la réalité. Et c'est sûr que nous avons des experts. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Profitez de cette occasion. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, nous aurons entre 20 et 25 minutes pour pouvoir poser des questions. Merci. Alors, voilà un petit peu les éléments de logistique. Et je voudrais commencer avec Eva Salaverria Artano. Désolée si je ne l'ai pas bien prononcé. Elle est la responsable du bureau de Saint-Sébastien. C'est elle qui est en train de coordonner le plan de la ville de Donostia, Lagum-Koya. Elle connaît très très bien le fonctionnement. Elle a travaillé du point de vue de la co-construction, création du réseau, travail en coopération. Alors voilà, tout simplement. La parole. She doesn't have any. Elle va s'exprimer en espagnol. Madame Salaverria va s'exprimer en espagnol. Et la deuxième conférence sera en français. Pierre-Olivier est avec nous. Alors voilà, pour ceux qui ne comprennent pas le français, Pierre-Olivier parlera en français. Bonjour. Je vais essayer de partager avec vous en 10 minutes l'expérience de Donostia Lagum-Koya, notre ville amiable.
Et je vais vous raconter un petit peu notre expérience et ce que nous avons appris. Donostia Saint-Sébastien a été la toute première ville à adhérer le réseau de villes amies des aînés. Je crois que c'était en 2009 ou 2010. Il y a déjà un moment. Et à ce moment-là, j'occupais une autre responsabilité dans la mairie. Mais il y a des collègues ici dans cette salle qui étaient là dès le début. Et j'ai entendu que sans trop bien savoir comment, lorsque la ville a adhéré, ce réseau, elle ne savait pas qu'est-ce que cela allait représenter. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le début du réseau à l'échelle internationale. C'est vrai que le contexte était différent et on ne savait pas trop de quoi on parlait lorsqu'on parlait des villes amiables ou amies des aînés. Mais à ce moment-là, lors de l'adhésion, avec cette méthodologie qui parlait par identifier 8 domaines de travail, élaborer un diagnostic. Alors, comme dans toute autre ville adhérant au réseau, les villes, c'est sûr qu'elles travaillaient déjà avant, depuis un moment, mais c'est vrai que ça a structuré les choses. On est en train de parler de soins, mais on parle d'espace public, d'habitat, de logement, de participation. Alors le réseau nous a doté aussi, nous a donné une méthode, une structure. Et au début, lors de ces premières années, on a dû apprendre du point de vue institutionnel. On a dû apprendre l'importance de ce diagnostic. Au début, c'était Fondation Mattia qui a élaboré cela. Ensuite, grâce à ce diagnostic, les différents départements ont commencé à identifier des actions à développer. 130 actions ont été définies. Un plan a été élaboré. Et pour nous, à la mairie, c'était l'opportunité d'apprendre en interne. On essayait de voir quels étaient les atouts et qu'est-ce qu'on pouvait attendre. Et très vite, on a vu qu'il y avait une tension parce qu'on s'est dit, il faut respecter la méthodologie et ce que ce réseau propose, mais nous devons donner un sens à tout cela, que cela soit raisonnable, que cela ait du sens pour la ville. On a vu qu'il y avait des méthodologies communes qui étaient utiles, mais Saint-Sébastien n'est pas Québec, ni Amurrio, une petite commune, ni Madrid non plus. Nous avons nos propres spécificités. Notre maire, c'est Jourcy l'a dit maintes fois. Il fallait bien comprendre notre contexte et à partir de là, attirer, mettre en œuvre ce qui était intéressant pour nous. Alors au début, lors de ces premières années, je ne sais pas comment l'exprimer, mais cette structure, elle était un peu dure, elle était contraignante. Et on a commencé à se libérer un petit peu et on s'est dit, est-ce que cela a du sens pour nous à Saint-Sébastien de parler de 8 domaines lorsqu'il y a des questions qui ont déjà été développées? Alors, c'est comme si nous étions à répliquer tout cela une fois et encore mobilité. Nous avions déjà beaucoup fait de ce point de vue-là. Alors, on a décidé de mener à bien une restructuration. Et on s'est dit, nous allons nous focaliser dans ces questions qu'il faut renforcer dans la ville. Nous n'allons pas nous focaliser dans des choses qui sont déjà là, qui sont déjà faites. On est passé de 8 à 4 domaines, à 4 axes. Et alors, cette approche transversale était là. Je crois qu'il y avait une mairesse qui en parlait hier. Parce que chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont déjà transversales, peut-être même trop, parce que ça veut dire ajouter une chose et une autre, et c'était trop. Et alors on a vu que ce qui pouvait nous donner une valeur n'était pas d'incorporer encore davantage d'autres actions. L'essentiel était d'incorporer un regard pour comprendre le vieillissement d'une manière concrète. Et à partir de ce moment-là, sur la base de ces 4 axes-là, voilà comment nous avons trouvé un propos, un sens, un but. Et les villes amiables
amis des aînés, a évolué pour devenir un modèle que nous avons pu bâtir, construire collectivement depuis la mairie, mais en collaboration avec d'autres agents dans les fondations, dans le monde associatif, dans le monde académique, pour comprendre le vieillissement comme un moteur de transformation urbaine. Une manière qui cherche à relier des disciplines différentes, une manière de faire les choses qui tend des ponts entre les aspects institutionnels et communautaires, qui comprend, reconnaît et active la diversité des profils des personnes âgées comme un actif positif pour bâtir le bien commun. Tout cela ne sont pas que des mots, sont des concepts essentiels qui nous mènent à travailler dans une ligne concrète, indépendamment de si je travaille dans une association de riverains, dans un domaine, dans la santé ou dans le logement. Alors nous avons un groupe moteur. On a identifié quels étaient les défis. Autour de ces défis-là, on a identifié des hypothèses. On a activé des petits projets visant à explorer des solutions autour des hypothèses. Ces petits projets nous ont aidés à apprendre et ensuite, grâce à ces apprentissages, nous avons voulu les incorporer aux différentes dynamiques. Oui, comment faire les choses ? Quoi faire? Oui, il fallait créer des espaces entre des connaissances diverses, entre les académiciens, les experts, mais aussi les citoyens. Tout cela passait par le protagonisme des personnes âgées, le protagonisme aussi des personnes en situation de fragilité. Il fallait identifier les mécanismes et les formats pour que ces personnes puissent contribuer à leur tour à identifier les défis, mais aussi à trouver les solutions aux défis. Tout cela passait par la proximité, la confiance, être à l'écoute et comprendre la réalité avant de commencer à concevoir. Il fallait sortir, aller à l'encontre des gens, non pas les attendre, non. Il fallait sortir, travailler pour intensifier nos points forts. Oui, il fallait identifier les besoins, mais il fallait aussi prendre soin des espaces de travail et apprendre en faisant sur le tas. Un grand apprentissage de ces années a été connaître l'importance du récit, de la narration. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fonction du langage utilisé, lorsque nous parlons du vieillissement par exemple, on va pouvoir s'approcher au sujet d'un point de vue ou d'un autre. Pour nous, le vieillissement n'est pas un problème, mais une réalité. Les personnes aînées, âgées, sont un actif positif pour bâtir une ville meilleure, non seulement pour les aînés, mais pour nous tous et toutes. La longévité est importante. Ici, dans ce pays, il y a beaucoup d'institutions qui ont révisé les paradigmes. Nous aimons parler de vie pleine dans la vieillesse, mais dans toute autre étape de la vie. Nous tous devons aspirer à vivre une vie pleine. Et c'est vrai que dans la vieillesse, c'est fortement lié aux liens, aux rapports, aux relations. Et voilà pourquoi Donostia Lagunkoya a été reconnu parce que dans tous les différents espaces et projets créés, la dimension des relations communautaires, de travailler les liens, imprègne tout. Alors, la narration, le récit utilisé est en train de nous aider pour que des personnes très différentes aient envie de participer, se sont interpellées à participer dans les différents processus et dans les différents espaces créés. Nous parlons de créer dans une société qui est en train de vieillir. Nous voulons créer une société pour tous les âges confondus. Alors, comment faire? Oui, nous tous sommes humains et il est plus attractif de se rapprocher vers un espace où on a l'impression de pouvoir contribuer, de pouvoir faire une contribution, où cette contribution va être reconnue, petite ou grande, elle aura une valeur.
la contribution de chacun d'entre nous. Et ce récit, cette narrative, c'est sûr qu'elle est liée à des expériences dans les quartiers. Aujourd'hui, à la fin de la séance, je vous invite à venir là sur la terrasse du Coursal et là, vous verrez 200 personnes âgées et de tous âges qui viennent de partout dans la ville pour vous montrer comment, à travers les pratiques artistiques, on peut travailler les liens, les rapports, les relations, les soins. Les quartiers, la proximité, voilà notre échelle. C'est là où la fragmentation des politiques est plus simple à travailler parce que c'est sur le territoire où se situent les personnes avec qui nous travaillons. Et on est en train de parler des personnes aussi pour qui les services sociaux sont importants, mais la culture aussi. Et si nous sommes honnêtes, c'est vrai qu'il y a aussi des tensions, c'est vrai. Parce que 15 ans de parcours, maintenir tout ce parcours, c'est fragile parce qu'il s'agit d'un parcours qui repose sur les comment, ces éléments intangibles. Alors la soutenabilité ou la durabilité de ces projets basés sur des intangibles et complexes, ces manières de faire. Oui, ma collègue dit que ce sont des manières de faire artisanales et cela a besoin de temps. Parfois, c'est pas visible, c'est dur, c'est difficile que ces apprentissages puissent imprégner les structures pour changer les routines, les inerties. Nous devons apprendre à soigner la mémoire, le transfert de connaissances. Et pour finir, une idée essentielle pour nous est la suivante. C'est que l'expérience de vieillir et tout ce qui porte sur cette réalité doit nous aider à mieux penser nos villes, des villes qui soient meilleures pour nous tous. Et appartenir à ce réseau de villes amies des aînés nous a permis de connecter à un défi global, mais qui nous offre des apprentissages. Et cette manière de comprendre la longévité nous aide à bâtir une ville meilleure pour nous tous et nous toutes. Merci. Et maintenant, oui, voilà, maintenant on va passer au français, voilà. Notre prochain invité est Pierre-Olivier Lefebvre, qui est maintenant délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés depuis 2012. Il est maintenant la personne qu'on connaît depuis déjà 2011 d'ailleurs, mais 2009, oui, c'est vrai. Mais il est responsable d'un réseau qui a vraiment... On a vu l'implantation à l'intérieur de la France pour un réseau qui est construit sur une association et non pas sur une perspective gouvernementale. Donc, j'invite Pierre-Olivier à venir présenter ça. Et je vais inviter aussi Pierre-Olivier de maintenir le 10 minutes si on veut avoir des questions, si on veut être capable de répondre à toutes les questions. J'apprécierais que ça soit de cette façon. Je ne me décompte pas tant que c'est pas commencé. C'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Thank you. C'était là? Je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Je ne suis pas responsable, madame.
commence. Tu peux commencer, Pierre. Bien. Est-ce qu'on m'entend comme ça? Non. On va mettre le micro. Mettre le micro. Quelqu'un peut mettre le micro? Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. En attendant que la technique nous rejoigne, je vais débuter. On est sur une séquence célébrer l'héritage et les enseignements tirés. Suzanne le disait, on s'est rencontrés à Dublin en 2011 et avant, je travaillais à la ville de Dijon depuis 2009 sur le programme Amis des aînés, ce qui va bientôt me permettre d'atteindre la majorité l'année prochaine. Et effectivement, Suzanne, qui est la mère fondatrice de la démarche Amis des aînés, je le dis, nous a connus au berceau. Et donc, je te tire mon chapeau pour tout le travail que tu as fait, que tu nous as transmis. Et je tire aussi mon chapeau à toutes les villes Amis des aînés qui sont françaises, suisses et belges et qui travaillent avec nous depuis ces nombreuses années. Nous étions 3 en 2011, nous sommes plus de 400 uniquement sur la France et je pense que c'est cela qui est important. Le travail que nous avons fait, c'est effectivement, tu l'as dit, d'être une association loi 1901, c'est-à-dire une ONG, et ça modifie la façon de procéder puisque c'est d'abord les acteurs de terrain, les engagements, que ce soit les élus, mais aussi les professionnels et les habitants qui portent ce programme et qui petit à petit font remonter et font réseauter les choses. Nous avons créé le réseau en 2012 lors d'un congrès du Reactis et j'en profite pour saluer Jean-Philippe Viriot-Durandal qui nous avait accueillis à l'époque à Dijon pour mettre en place cette organisation française sur le droit et la parole des personnes âgées. Je pense que c'était symbolique de poser les jalons de cette démarche. Nous avons essayé de travailler autour d'une démarche collaborative, on le sait tous, et en même temps, faire ensemble plutôt que faire pour, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, et nous avons travaillé à changer les mentalités ensemble. Nous avons travaillé à faire en sorte que la démarche transversale, qui est appelée des vœux de tous, amène une véritable vision globale et soit la remontée des usages des services locaux, des services publics, pour faire en sorte qu'on passe de quelque chose qui est parfois trop sanitaire et médico-social, mais que ce soit plutôt sur la question de, sur un territoire, comment on regarde l'usage du territoire et comment les services publics remplissent cette condition de se dire c'est aussi fait pour les habitants âgés, et les habitants âgés se disent mais cette ville est formidable, donc elle est amie des aînés. Et je crois que le mot, trop souvent, on oublie le sens qu'il a et la vocation qu'il a de porter cette dimension d'accompagnement dans la vie quotidienne. Le troisième point, c'est effectivement la démarche participative. Participer, c'est le devoir d'agir et c'est aussi permettre d'impliquer l'ensemble des acteurs plutôt que d'être dans une vision uniquement de consommation et un regard qui pourrait être de dire si vous dites que vous êtes une ville amie des aînés, eh bien vous avez qu'à faire ça, vous avez qu'à faire ça et vous avez qu'à faire ça. Et donc souvent une approche qui est individuelle. La participation permet de passer de l'approche individuelle à la démarche collective et donc à la responsabilité collective, qu'on soit habitant, qu'on soit professionnel ou qu'on soit élu. C'est aussi faire évoluer à l'échelle d'un territoire des politiques publiques qui, comme je vous l'ai montré là, étaient centrées sur les personnes âgées. Et autour, eh bien, il y avait tout un tas d'acteurs qui faisaient en sorte que ça fonctionne. Et puis les personnes âgées, je dirais, elles étaient vues comme des consommateurs d'usage. Au final, on ne regardait pas l'enjeu du défi démographique et on ne regardait pas qu'il fallait faire évoluer les politiques publiques et permettre d'évoluer sur ce schéma que je vous présente là et qui est au final ce qui a été permis grâce au programme international Ville Amie des aînés, c'est de travailler sur la qualité de vie, sur la reconnaissance de la citoyenneté des habitants âgés et qu'ils ne soient plus au milieu, mais comme, je dirais, autour
de cette démarche, avec l'expertise d'usage qu'ont les habitants âgés, avec la légitimité élective qu'ont les élus et avec la professionnalisation, les experts techniques qui permettent d'œuvrer et de travailler tout ça. Ça permet d'avoir des habitants à part entière, à leur juste place, et ça permet de travailler sur ce défi de la longévité et non pas que sur la question du vieillissement. Et je pense que les mots ont véritablement un sens. Je vous montre la célèbre roue de la démarche Amis des aînés, mais pour ceux qui lisent et le français et l'anglais, vous verrez qu'il y a certains thèmes qui ont dû être renommés. Tout à l'heure, j'entendais Donestia qui parlait de la démarche communautaire. Chez nous, c'est un mot en France qui peut poser problème parce qu'il peut être très vite rapproché du communautarisme et de toutes ces questions. Et donc, les premières années, en 2009-2010, quand on donnait la traduction qui était faite du travail qui avait été fait avec le protocole de Vancouver, les villes nous appelaient et nous disaient « mais ça veut dire quoi ? Et il y a quoi dedans ?» Donc au bout de 2 ans, eh bien, on a fait un travail avec des étudiants, avec des élus, avec des villes, et on a mis toutes les thématiques que ça incluait et on les a renommées pour adapter quelque part le protocole de Vancouver à l'organisation française et pour faire en sorte que les mots ne rebutent pas et ne soient pas un prétexte à empêcher d'avancer. Ça permet aussi de redire l'enjeu de la transversalité, de redécouvrir ce qui existe sur les territoires, de donner de la lisibilité à la politique publique, parce qu'il y a énormément de choses qui existent. Quand on fait des diagnostics de territoire, on a pu observer qu'il y avait jusqu'à 30% des choses qui étaient demandées par les habitants et qui existaient en termes de politique publique. Et la question, c'est quelle visibilité on a sur cette politique publique, comment ça fonctionne, et qu'est-ce qui fait qu'on nous demande quelque chose qui se fait. Eh bien, si on nous le demande, c'est que soit on ne le fait pas comme attendent les habitants, soit on ne le fait pas au bon endroit, soit on nomme mal les choses. Typiquement, programme pour les plus de 60 ans, allez voir ça. Moi, j'ai 63 ans. Comme vous constatez, je ne suis pas encore à la retraite. Et du coup, si on me dit pour les plus de 60 ans, bah, ça ne me parle pas. Et je me dis, c'est proposé à d'autres gens que moi. Et donc, ça empêche l'implication. Et donc, la visibilité, c'est aussi de permettre de comprendre ce qu'est la démarche Vie d'Amis des aînés. C'est aussi de comprendre pour les habitants que le territoire pense avec eux et non pas pense à eux. C'est aussi d'envisager les choses pour que ça fonctionne mieux. Le deuxième point, c'est faire connaître, mutualiser les bonnes expériences, faire remonter ce qui marche plutôt que de dénoncer ce qui ne marche pas et d'être découragé. C'est aussi dépasser l'expérimentation. Nous sommes nombreux à expérimenter, à recommencer à chaque fois à zéro. Donc c'est capitaliser. C'est aussi faire savoir ce qui existe, valoriser les acteurs, montrer qu'il y a des gens qui sont des inventeurs de la politique publique, des inventeurs de vivre ensemble, et c'est encourager les implications des acteurs. C'est développer une culture commune, collective, qui permet de changer le regard, et pour nous, c'est aussi une façon de lutter contre l'agisme et les discriminations. Pour lutter contre les discriminations, il faut aussi avoir, je dirais, un capital commun. C'est pour ça que nous avons travaillé des essentiels thématiques, avoir une vision, je dirais, qui est complémentaire, avec à chaque fois, pour des numéros, des articles d'experts qui vulgarisent leurs pensées, des programmes nationaux ou des programmes de réseau par thématique, et puis des expériences locales positives en fonction des tailles de territoire pour montrer que, quel que soit l'endroit, il est possible de faire les choses. C'est aussi travailler sur des événements qui fédèrent, comme celui d'aujourd'hui, mais au niveau local et au niveau national, qui permettent de se rencontrer, de comprendre le positif, le négatif, et de pouvoir se parler en confiance justement sur ce négatif, qui souvent est très enseignant. Je pense que nous ne devons pas simplement aborder ce qui marche, mais aussi comprendre ce qui ne marche pas. Et ces événements, c'est aussi un outil de visibilité du réseau et donc de lobbying pour faire en sorte qu'il y ait des partenaires financiers, qu'ils soient publics ou privés, qui permettent de développer la démarche. Encore 10 minutes, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc ensuite, nous avons travaillé une méthodologie, je vous invite à venir sur le stand Vie d'Amis des aînés, autour de kits de démarches participatives pour soutenir les collectivités. Ça, c'est vraiment le rôle du réseau. C'est travailler aussi sur
comment eh bien, on lutte contre l'agisme dans les mots. Donc nous avons créé des outils pour savoir comment les habitants voulaient se faire appeler. Est-ce qu'on veut se faire appeler aîné, vieux, senior, personne âgée, habitant, ou pas se faire appeler du tout, pour faire en sorte que, eh bien, il n'y ait pas des mots piégés qui empêchent là aussi la participation. Et enfin, nous avons travaillé sur des labels en fonction des territoires qui permettent de donner un cadrage méthodologique, un soutien pas à pas, avec des outils qui ont été travaillés à partir de l'expérience. Ça permet de retravailler sur la gouvernance, sur la démarche participative, sur les états des lieux, sur les plans d'action, avec un véritable travail de fond pour s'assurer qu'on n'est pas que dans la communication et dans l'implication, mais véritablement dans l'effectivité des choses. Et nous avons travaillé des outils dans la diversité des territoires et nous allons continuer avec un label autour des communautés de communes et des métropoles. Et je salue la métropole de Nantes qui est présente. J'ai presque terminé, Suzanne, tu vas voir. Nous travaillons aussi avec des partenaires et c'est important, tu le disais tout à l'heure, le réseau est issu du terrain, on est une ONG et aujourd'hui on travaille avec un ensemble de ministères de représentation nationale comme les assemblées nationales, avec les sécurités sociales et puis aussi avec des acteurs du vieillissement social, avec la presse, avec l'économie. Et tout ça, ça permet aussi d'avoir des représentations auprès d'un certain nombre d'acteurs et de faire comprendre la place du vieillissement dans la société dans des métiers qui sont spécifiques. Quand on travaille avec des transporteurs, quand on travaille avec les défenseurs des droits sur la lutte contre l'agisme, ça permet de porter le programme national et international et le réseau mondial. Je termine avec le baromètre que nous avons fait. Vous pourrez venir le chercher sur le stand du réseau. Il y en a en français, il y en a en espagnol et il y a en anglais. Ça nous permet d'avoir un outil d'évaluation qui propose véritablement des choses. Et ça, c'est permis grâce à des financements qui sont aujourd'hui des financements nationaux, institutionnels et qui permettent d'accompagner les villes pour que la méthodologie ne soit pas simplement un 20 mots et qu'elle soit diversifiée, mais qu'elle soit cadrée par rapport au protocole de Vancouver et par rapport à l'adaptation qu'on a fait sur la France. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Franchement, effectivement, je suis étonnée. Tu es arrivé. Tu vois, je t'avais promis. We are going to switch in English. Nous passons donc suivant invité le directeur du bureau de Singapour de la santé, Chan Chin-Chu. Désolé pour la prononciation. J'aimerais bien pouvoir le prononcer correctement. Désolé. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tianchi. Je travaille au bureau de Singapour qui aborde la stratégie de mieux vieillir. Et je crois que nous avons ici dans la salle différentes institutions. Je vais partager avec vous quelques informations. Avant d'entrer en matière, voici pour le contexte. Ici, nous constatons que la démographie est un défi majeur. Et ce qui nous différencie sont les contextes afin de répondre à ce changement démographique. Singapour est un environnement densément peuplé. Nous avons donc 6,1 millions d'habitants, donc nous sommes très nombreux dans ce petit espace assez réduit. 75 à 80% des Singapouriens habitent dans des EHPAD, la grande majorité des seniors. Donc nous devons donc trouver des espaces pour les services sociaux. Nous avons aucun lieu calme. Non, il est difficile de se retirer de ces espaces assez peuplés. La démographie est accompagnée d'un taux de fertilité très important. Donc cette population est accompagnée de
nombreux changements. Il y a de plus en plus de personnes âgées, d'aînés qui habitent tout seuls. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ce parcours, nous avons évolué par rapport à ce que nous voyons sur la gauche. On avait intitulé les problèmes des aînés. Maintenant, nous le considérons comme un atout, mais vous pouvez voir donc notre dernière édition, c'est un nouveau plan d'action pour mieux vieillir. Et ceci nous permet d'avoir accès à des engagements de longue durée avec les aidants et la mise en place de différentes stratégies. Au-delà de cette approche globale, nous avons également l'approche gouvernementale, ceci grâce à un comité interministériel et un ministre chargé de vieillissement. Ce ministère a mis en œuvre des politiques, a mis à disposition des fonds pour tous les services et pour subvenir aux nécessités des personnes âgées. Nous travaillons en lien avec, par exemple, le ministère de Logement pour aborder toutes les questions liées donc au logement des aînés. Je vous ai montré précédemment les différents instruments pour renforcer le mieux vieillir. Nous avons une initiative qui s'appelle AAC, cela signifie qu'il faut soutenir les aînés dans la communauté. Cela représente un soutien mixte, aussi bien du transport, logement, mais également du ministère de la Santé. C'est un engagement important qui nous permettra de renforcer les aides fournies à ce collectif. Nous souhaitons accroître la participation de nos aînés et que les seniors qui vivent dans la communauté puissent avoir accès à tous les services. Nous avons encouragé la création de nouveaux programmes. Nous encourageons les seniors, les aînés à sortir dans la rue et à pouvoir mener leurs propres activités de manière indépendante. Nous renforçons également le soutien aux aînés qui ont des besoins en matière de santé. Suzanne, j'ai d'autres exemples, mais je pense que je n'ai pas assez de temps, donc je vais focaliser sur 3 enseignements. Ce sont en quelque sorte des réflexions et j'ai hâte d'entendre mes collègues ici dans la salle. Donc, tout d'abord, en tant qu'élus, nous avons différents outils de financement. Nous pouvons rassembler des comités de pratique. Nous avons des directrices. Nous avons des piliers qui nous ont permis de renforcer nos politiques à l'échelle nationale. Mais tout d'abord, nous avons, pour répondre à cela, nous avons donc un modèle de service communautaire qui nous permet de rapprocher les services dont ont besoin nos seniors, la thérapie, le mieux vieillir, le vieillissement actif. Donc, nous allons avoir qu'un seul point de repère au lieu de renvoyer les personnes à différents services. Ceci va centraliser et fait que leur parcours soit beaucoup plus simple. Un autre enseignement ou leçon apprise, c'est que nous sommes penchés sur différents modèles de logement, des infrastructures. Comme je l'ai dit précédemment, Singapour est densément peuplé, donc nous n'avons pas assez de place pour construire, mais ce que nous essayons de faire, c'est de transformer déjà des logements déjà existants. L'intention et le but, c'est que les quartiers aient des services médicaux, des magasins et que tout cela soit à proximité pour que pour que nos aînés puissent circuler plus facilement.
Une autre leçon retenue, c'est donc l'engagement à long terme. Ce n'est pas toujours facile de mesurer les efforts menés dans ce domaine, voir quels sont les résultats économiques, voir quels sont les effets de ces initiatives. Donc, ce que nous faisons à Singapour, c'est des programmes pilotes afin de pouvoir mieux apprécier les résultats. Malgré les défis auxquels nous nous sortons, il est très important pour les partenaires d'investir dans les infrastructures. Donc, nous avons des budgets sur plusieurs années, nous avons des contrats à long terme. Et ce qui sous-tend tout cela, c'est bien sûr la stabilité politique au Singapour pour pouvoir éviter, il y a moins de cycles électoraux, donc cela assure une continuité à toutes ces stratégies. Donc le troisième enseignement, c'est que ceci requiert l'effort de toute la société pour soutenir une ville et amie des aînés. Donc là, quand nous parlons d'engager les aînés, quand on est aîné, cela ne veut pas dire que tu vas vivre un déclin, c'est simplement dire que tu vas pouvoir continuer à vivre de façon dynamique. Nous essayons donc de compter sur le partenariat public et privé. Nous travaillons avec les employeurs également pour qu'il y ait des journées de travail adaptées à la condition des seniors. Il s'agit de mobiliser les seniors au sein des communautés. Nous avons énormément de personnes aînées qui vont discuter avec d'autres aînés pour leur demander ce qui les intéresse. Ils vont organiser des activités pour pouvoir sortir et vivre dans la communauté. Ce sont 3 enseignements tirés de notre parcours. Et j'ai hâte d'écouter mes collègues. Merci beaucoup. Very much. Thank you. Merci beaucoup. Juste à temps. Merci. Merci. Nous avons maintenant parmi nous Emery Coveney, qui va parler de l'Irlande, amie des aînés, et qui va donc parler des différentes autorités en Irlande qui s'occupent de cette initiative. Merci d'être ici parmi nous. Bonjour, je vais évoquer le programme national en Irlande et je vais partager avec vous quelques exemples d'histoires à succès. Et comme vient de le préciser Suzanne, en Irlande, ce sont les collectivités locales qui pilotent la mise en œuvre de ces stratégies. Chaque programme recouvre des domaines définis par l'OMS. L'Irlande a débuté le programme en 2009 et pendant un certain nombre d'années, ceci a été répandu tout au long du pays. C'est-à-dire qu'en 2019, nous avons une couverture complète de toutes les administrations et nous avons à cette époque-là reçu la confirmation de la part de l'OMS que nous étions le premier pays à adopter une approche nationale globale. Notre plus grand succès, ça a été le leadership des collectivités locales qui sont à la tête du bureau national et qui supervise les différentes stratégies. Il s'agit d'un service partagé. Il y a une autorité locale qui est à la tête des différentes communautés et nous fonctionnons comme un bureau national et nous soutenons les effectifs auprès des différentes autorités locales. Nous organisons des formations et nous concevons des guides et nous allons gérer également les consultations avec les personnes âgées. Quand nous parlons des leçons apprises,
Ce dont nous sommes très fiers sont les structures. Nous avons un modèle solide dans chaque localité. Nous avons des effectifs qui suivent les mêmes directrices, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui s'occupent de l'éducation, de la santé. Nous avons également la communauté commerciale et tout cela est tous ces représentants s'assoient à la même table pour concevoir les stratégies. Les autorités locales vont détacher du personnel dans les différents départements, dans les départements des communautés, et il y a également un consultant qui est basé dans le département de logement. Et il y a donc un conseil de santé qui est le plus important. Il y a donc un comité de vingtaine de personnes qui travaillent en contact avec les comités locaux et ces chiffres augmentent petit à petit, année après année. Et nous essayons donc d'aller vers toutes les communautés, tous les aînés, pour qu'ils soient représentés. Nous avons également un coordinateur des résidences et amis des aînés. Voici nos programmes clés. Nous avons le programme, c'est le programme que je lidère. Nous avons un réseau national de représentants. Il y a différentes activités, la création d'activités de bien-être, et la génération de projets, la consultation et la recherche. C'est un peu la colonne vertébrale de ce programme. Notre programme technique est géré par Kathleen Grave et regarde donc l'environnement bâti. Nous utilisons un outil excellent qui nous permet de rallier toutes les personnes. Il y a donc personnes qui se déplacent dans la rue. Ceci est très, très intéressant. Nous avons conçu également des directrices pour les logements mieux adaptés aux aînés. Et nous essayons donc d'inclure tout cela dans le plan de développement de notre région. Nous avons également des programmes pour le transport, l'adaptation du transport. Nous faisons énormément de choses en matière de logement à travers les institutions publiques, mais également le bénévolat. Notre programme de communication focalise sur la lutte contre l'agisme et en mettant l'accent sur la contribution et le rôle de personnes âgées. Nous avons donc des ambassadeurs qui sont des personnes connues par les médias et l'événementiel et qui sont là pour partager leur message et qui vont donc participer à des programmes à la télévision, à la radio. Nous avons un congrès national des conseils des personnes âgées et nous avons également les prix des nationaux de Age Friendly. Nous essayons donc d'identifier les modèles au travers de notre ville. Notre service le plus connu, c'est le service de coordination. Nous avons des visites à domicile pour les aînés. Nous avons tout un éventail de services dans les domaines de la santé, de la vie communautaire, de l'énergie, des finances. Il y a environ 1000 visites à domicile par mois. Et il y a donc une équipe de coordinateurs. Ils soutiennent des services dans le domaine de la vie communautaire, de l'énergie, des finances et des technologies d'assistance. C'est un service qui est très demandé. Mais il faudra donc mieux gérer bien sûr les listes d'attente, mais cela dépendra bien sûr des personnes recrutées. J'ai dit que notre financement vient des départements du gouvernement et nous avons donc des financements pour les différentes activités. Le département de la santé va soutenir le service de coordination. Quelques enseignements tirés. Le leadership des collectivités locales, également les structures citoyennes
le fait que tout cela va déboucher sur la recherche et la consultation. Nous avons dizaines de consultations qui nous permettent de mener à bien des politiques de la main des services publics. Nous sommes là pour écouter la voix de nos aînés. Le vieillissement fait partie de nombreuses politiques à l'échelle nationale. Nous avons donc une politique de révision pour voir quelles sont les stratégies des politiques des différents départements et quelles seraient celles qui pourraient être renforcées. Nous ne restons pas figés. Il y a une évolution à l'échelle macro. Et nous avons donc des politiques de soutien adaptées aux personnes âgées. Nous avons des citoyens, des communautés locales. Et nous avons énormément de petits projets au niveau local. Nous avons un ministre pour les aînés. C'est un ministre que vous avez donc sur la photo. Et c'est une personne qui est à la tête de la politique pour nos aînés. Il y aura bientôt un plan d'action qui va être publié en matière de logement. Nous avons hâte de pouvoir le lire. Et il y a donc des engagements par rapport au vieillissement sain et des soins à long terme. Sur le long terme, des services pour la démence et d'autres services. Et donc, pour que va être l'avenir pour nous, nous avons donc renforçons les autorités locales qui ont des programmes. Nous avons dans le département communautaire un programme national qui continue à se développer. Les autorités locales ont un mémorandum qui nous permet de voir quels seront les engagements à l'avenir. Nous renforçons la collecte de données grâce à l'unité de recherche. Nous avons également un doctorat. Nous avons discuté avec le département un programme national de technologie d'assistance pour pouvoir maîtriser les nouvelles technologies. Et nous avons un nouveau programme dans le secteur du soin en établissement. Certaines conversations ce matin évoquaient le fait que les aînés peuvent continuer à s'intéresser à certaines choses, même dans les établissements. Donc, même lorsqu'ils reçoivent des services, cette dame adorait les motos, mais en EHPAD, dans un EHPAD, elle ne pouvait pas avoir accès à ces motos. Donc, voilà, un jour, on lui a permis de se rapprocher de la moto. Et même, il y avait une dame également qui voulait monter à cheval et qui voulait s'approcher du cheval. Donc, nous essayons de faire ce type de d'autres programmes et essayer de mettre à l'échelle certains projets. Et il faut essayer de le faire à grande échelle. Nous avons également travaillé avec l'Association de Pays de Galles pour pouvoir, et nous nouons donc des partenariats afin de pouvoir appliquer tout cela à grande échelle. Merci. Thank you very much. Thank you. And now... Merci. Et finalement, nous avons Patricia Morsch. Elle travaille dans le comité panaméricain de la OMS et aussi en partenariat avec Washington. Bonjour. Je vais parler un petit peu de nos programmes destinés à la communauté dans la région des Amériques. Notre perspective est différente. On a vu les différents programmes au niveau national, au niveau local. Et moi, je voudrais parler de toute la région. Voilà l'approche. L'approche est régionale. Voici le contexte. Il est important de dire que
qu'est-ce que c'est que la PAHO? Oui, nous sommes le bureau de la santé publique de l'Organisation d'État américain et en même temps, nous sommes le bureau régional de l'OMS. Alors, nous avons deux chapeaux institutionnels, pour ainsi dire, et nous travaillons avec les 35 États membres et 4 membres associés pour promouvoir la santé publique, améliorer la santé et améliorer nos services et nos systèmes de santé pour tous dans la région. Et on peut voir que c'est une région très très diverse. Ça va, nous avons l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, du Sud, et bien sûr, nous avons une énorme diversité et des défis énormes à traiter. Je crois que c'est la réalité un peu de nous tous et de nous toutes, c'est vrai. Nous avons par exemple des maladies chroniques, il y a aussi des problèmes avec les maladies infectieuses, parfois il y a aussi des barrières. Nous avons aussi la santé numérique avec ses lacunes et des problèmes d'équité, mais en même temps des méga-tendances. Et une méga-tendance, c'est le vieillissement de nos populations. Il faut considérer le vieillissement avec beaucoup d'autres facteurs qui sont importants dans nos pays. Alors, si nous parlons de diversité, nous devons parler des différents aspects qui existent dans les différents territoires. Et un aspect à souligner dans notre travail est le travail de coopération technique. Et à partir des 35 États membres, nous avons 28 bureaux dans les pays. Alors, PAHO permet la coopération technique au niveau local dans la mesure du possible, parce que dans les territoires comme ça, il faut connaître les besoins et les possibilités. Et voilà, nous avons cette capacité-là. Diversité et en même temps des inégalités dans la région. Nous sommes convaincus que considérer ces méga-tendances, surtout dans le contexte de transition démographique et du vieillissement, alors dans notre programme, les communautés amies des aînés est une stratégie clé afin d'essayer de résoudre nos défis. Et voilà. Nous voulons comprendre, nous voulons traiter, répondre aux besoins de chaque personne dans leur territoire. Nous pouvons établir des priorités puisqu'il y a beaucoup de situations différentes simultanément. Alors il faut prioriser, établir une priorité. Qu'est-ce qui est plus nécessaire à chaque moment donné? Ça aussi est très important. Établir des priorités. Promouvoir aussi l'adaptation si nécessaire. Il faut toujours s'adapter au contexte selon les possibilités. Dans nos communautés, il faut aussi avoir une approche du bas vers le haut. Nous voulons engager les communautés, engager les personnes âgées. Ils doivent s'intégrer et faire partie de la totalité des processus dans la planification. Et pour cela, et pour essayer de répondre aux besoins, nous devons avoir une collaboration intersectorielle. Et je voudrais partager avec vous un exemple. Nous avons cette petite publication, on l'a publiée lors du Covid, de la Covid. Les communautés qui forment partie de notre mouvement ont pu répondre mieux aux besoins des personnes âgées grâce à notre approche, parce que souvent dans les communautés, ils ont déjà cartographié, ils connaissent qui est la population la plus vulnérable et ils ont été capables d'organiser leurs bénévoles, leurs volontaires, puisqu'ils travaillaient déjà en collaboration afin de pouvoir soutenir ces personnes chez eux en pleine pandémie. Alors, voilà, c'est disponible. Et je vous invite à consulter cette publication. Avec cette approche, nous représentons plus de la moitié des membres du réseau global. Alors, les Amériques, cela représente plus d'1 millier de membres en 18 pays différents. Et aujourd'hui, nous avons
des membres affiliés, 11 membres affiliés. Il y a une énorme évolution dans ce réseau. Oui, voilà, une évolution. Même pendant la pandémie, c'était le cas. Parce que les communautés ont pu s'adapter et ont pu continuer à engager d'autres personnes. Et cette croissance, cette évolution est liée au programme des affiliés. On peut voir encore une fois la diversité des États-Unis sur la carte. C'est là où il y a plus de communautés. Comme vous voyez, tous les points en rouge. Mais ensuite, Chili, en Amérique du Sud, est le pays qui compte plus de membres. Mais je voudrais aussi souligner qu'il y a un grand engagement, par exemple, au Brésil, dans mon pays, et qui est en train aussi d'augmenter, oui, la participation au réseau global, elle est de plus en plus active. Et c'est le cas aussi du Mexique. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu aussi l'engagement de notre première île des Caraïbes, différents territoires, énorme diversité. Oui, une énorme diversité. Mais il faut souligner l'adaptabilité du programme au contexte différent. Et voilà, Susanna l'a déjà dit au début. Et c'est quelque chose dont il faut profiter, que nous avons grâce à ce programme, parce que nous pouvons mettre en œuvre, nous adapter aussi aux ressources. Très souvent, les communautés viennent et nous disent « mais nous n'avons pas de ressources ». Alors, pensons, utilisons ce que nous avons. Que peut-on faire avec ce que nous avons, tout simplement? À qui peut-on devenir notre partenaire? Et voilà, il faut commencer à travailler, c'est toujours possible. Voilà l'exemple de Sao Paulo qui a participé à la conférence, qui sont ici, voilà, avec cette population énorme, l'une des plus importantes du monde. Et ensuite, une communauté indigène en Bolivie de plus de 40 000 personnes. Nous tous faisons partie du même réseau. Alors, adaptation au contexte. Voilà, l'adaptation est claire. Et nous avons des conseils à donner du point de vue de la OMS, de la PAHO. Mais nous devons servir à 35 membres, travailler dans la communauté internationale et parfois pour nous c'est dur d'être là. Alors, compter sur le programme des affiliés est essentiel. Je l'ai déjà dit, une bonne partie de cette évolution en Amérique latine est fortement liée à l'importance de cette affiliation. Alors, nous avons 11 programmes nationaux et sous-nationaux d'une énorme diversité. Leur mode d'opération met en évidence leur capacité de pouvoir répondre aux besoins. Je voudrais souligner à partir de la liste du programme sous-national du Paraná. Paraná, oui, ils participent à cette conférence, comme le gouvernement du Brésil. Demain, ils seront en séance plénière ensemble. L'État de Nuevo León, au Mexique, qui est aussi dans cette conférence, et plein d'autres. Zapopan du Mexique, le programme de Jalisco, ils sont aussi présents. Alors, je vous invite à les contacter pour voir comment ils s'adaptent. Alors, un autre élément important de PAHO est donner une formation. Nous avons beaucoup de matériel. Alors, il faut montrer ce que les communautés font au niveau local. Et nous avons traduit beaucoup de documents en espagnol, de l'OMS en espagnol, au portugais. Nous avons formation virtuelle aussi, la main dans la main avec la OMS. Tout cela est disponible dans notre site web de la PAHO. Et là, je vais finir, hein, ne vous inquiétez pas. Vous tous savez que nous sommes en moitié de la période, c'est-à-dire nous allons présenter les résultats dans l'Assemblée générale très vite. Mais voilà le rapport de progrès de l'année 2023. Et à partir des 10 indicateurs que nous sommes en train de mesurer, l'indicateur qui s'est plus développé était l'augmentation de villes et de communautés amies des aînés. Alors voilà le QR code. Alors vous pouvez le consulter. Merci infiniment.
Merci. On peut voir que c'est cruel de faire une présentation de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de changer la vie des gens et présenter tout cela en 10 minutes. Désolé, désolé. Mais vous l'avez fait, alors il faut mériter des applaudissements. Vous avez vu la diversité du programme. On a vu dans toutes les différentes présentations, dans les différentes langues, on a vu cette diversité. Et maintenant, le moment est venu pour poser des questions. Vous avez l'opportunité de pouvoir poser des questions. On apprend aussi à partir des erreurs. Hein? Alors n'hésitez pas, vous pouvez aussi poser cette question-là. Quelle a été votre erreur? Bon, allez, comme vous voulez, ne soyez pas timide. Can you give? Thank you. Merci. Buenas tardes, Flor. Bonjour, Flor Murillo du Costa Rica. Je voudrais... Est-ce que vous pouvez parler des bénévoles du volontariat à Singapour? Chez nous, dans mon pays, on croit que... Oui, les bénévoles sont essentiels aussi. Ils représentent une opportunité. Mais bien sûr, peut-être que les maîtres à la retraite pourraient aussi former les bénévoles. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cela? Thanks so much. Merci. Bon, nous sommes en train d'évoluer. Oui, nos programmes de bénévoles sont en train d'évoluer beaucoup. Oui, ils sont très importants. Je crois que toutes nos activités passent par développer des programmes de bénévoles. Nous travaillons avec différents services afin aussi de pouvoir travailler avec les seniors bénévoles. Oui, voilà. Et il faut être capable. C'est vrai qu'il y a il faut s'adapter très souvent aux différents rythmes, aux différentes situations. Aussi, la formation de ces bénévoles est très importante. C'est vrai que beaucoup d'entre eux veulent participer, mais parfois ils ne se sentent pas trop à l'aise avec les aspects numériques. Il faut les former. Un programme que nous avons est un programme grâce auquel nous voulons que les seniors viennent contribuer dans nos centres. Et des gens qui sont passionnés, qui par exemple, ont toujours aimé la guitare, jouer de la guitare. Alors voilà, et ils sont formés pour par exemple pouvoir jouer de la guitare ou former d'autres. Alors nous sommes encore en train d'apprendre. Peut-être pour... C'est vrai qu'il y a deux sujets importants. C'est d'un côté les bénévoles qui sont engagés dans la vie sociale pour faire un certain nombre d'actions. Et c'est vrai que c'est important de s'appuyer sur leur présence parce qu'ils n'apportent pas la même chose que les professionnels. Il y a besoin d'une complémentarité pour convaincre, je dirais, les aînés dans leur diversité. Et puis au niveau de la démarche Amis des aînés plus globale, ce qu'on a en tout cas développé sur la partie française, c'est aussi des ambassadeurs de la démarche Amis des aînés pour qu'ils portent les projets auprès de ceux qui pourraient se dire qu'ils ne sont pas concernés par la participation ou par l'implication, mais que de pair à pair, ils puissent se dire « Regarde, moi je l'ai fait et comme on se connaît, eh bien, aie confiance dans le travail qu'on est en train de faire et du coup, ose participer. » Donc, il y a d'un côté le bénévolat avec l'engagement associatif, sportif, culturel, politique, et puis de l'autre côté, plus le bénévolat, l'implication, je dirais, sociétale pour faire en sorte que ce soit porté jusqu'au bout dans la démarche et que ça reste pas qu'un dispositif de gens qui seraient initiés et puis les autres qui regarderaient ça comme une consommation à profiter. Merci. Thank you so much. I got the phone. Merci beaucoup. Je retiens le micro.
Moi, je travaille pour l'Institut allemand des droits humains. J'ai une question pour notre invité d'Irlande. Quel a été votre argument? Comment avez-vous fait pour rallier les différentes parties prenantes? Comment avez-vous pu recouvrir les fonds? C'est important. Notamment quand nous sommes face à un système fédéral. Il faut donc les convaincre au travers d'un argument solide. Si vous pouvez le partager, ce serait génial. Merci. Comme je l'ai dit, le fait que cela est dans les mains des responsables exécutifs dans chaque métropole, c'est assez flexible. Cela nous a permis de commencer le programme initial. Et quand ce financement philanthropique a touché à sa fin, il fallait savoir qui allait financer le programme. Et à ce stade-là, le gouvernement local a décidé de le financer, mais l'on avait précédemment envisagé d'autres personnes pour le faire. Nous avons Catherine McGregor qui est à la tête. Elle est là pour gérer les différents départements, pour parler avec les autorités locales, etc. Donc, nous avons commencé de façon très, très limitée, mais petit à petit, nous avons essaimé et le programme a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons reçu le soutien de nombreux secteurs, le bénévolat. Donc nous sommes nombreux ceux qui souhaitent faire de l'Irlande un pays ami des aînés. Nous avons encore quelques questions. Pouvez-vous vous lever? Merci. Désolé, intervention sans micro. Désolé, intervention sans micro. I mean, we don't hear you properly because you don't have the microphone. Vous n'avez pas de micro. Vraiment remercier les panélistes. Je suis à la fois heureux, mais un peu triste également de l'absence de l'Afrique dans le partage des expériences. Sans doute parce que l'Afrique semble être moins concernée par le problème du vieillissement. Nous avons une population un peu relativement jeune. Mais je voudrais adresser ma question à M. Pierre-Olivier. Dans ce réseau francophone des villes amies des aînés, quelle doit être la part de l'Afrique pour anticiper? Il ne faut pas que les problèmes que connaissent aujourd'hui l'Europe et d'autres coins du monde puissent arriver avant de réagir. C'est vraiment important pour nous. Merci beaucoup. Okay. The question was. La question était la suivante. Quel est le rôle d'Afrique dans ce réseau car nous avons vu effectivement que l'Afrique n'est pas vraiment présente. Elle est moins concernée peut-être par le vieillissement. Quel est le rôle du réseau francophone vis-à-vis de l'Afrique? Ils n'ont pas d'expérience en la matière. Et voilà, c'est la question. Oui, merci pour votre question. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire en Afrique, parce que je n'y habite pas. Mais la réflexion qu'on essaye d'avoir avec le programme mondial, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que différents pays africains qui seraient francophones aient une stratégie pour animer la démarche et que ensuite les collectivités qui seraient engagés dans ces pays rejoignent le réseau francophone. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, il y a un vrai travail de fond à faire pour s'assurer qu'il y ait une stratégie nationale qui, je dirais, couvre les choses et que ça parte pas un petit peu dans tous les sens. On voit bien que la présentation qu'on a fait, qu'on vienne comme le réseau francophone de territoire pour aller jusqu'aux politiques nationales ou des politiques nationales qui descendent vers les communautés,
Au final, il faut s'entendre sur le rôle et la place de chacun. Et je pense que là, il y a un travail à faire qui n'a pas encore abouti. Mais avec Thiago, on essaye vraiment de réfléchir à comment on peut développer les choses. Et puis ensuite, une fois que ça sera mis en place, eh bien, on regardera, je dirais, comment on peut capitaliser le travail qui a été fait déjà pour l'adapter dans vos territoires, parce que évidemment, il y aura des choses à transposer pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça parle aux habitants. Pierre-Olivier explained that it has to start Non. Africa. Pierre-Olivier a expliqué qu'il faudra que cela démarre à partir du continent, car le programme doit s'adapter au plus près du local. Et une fois que cette démarche a été enclenchée et que vous travaillez avec l'OMS, à ce moment-là, ce transfert de connaissances pourrait se faire à condition que le contexte africain soit dans le contexte. Nous ne pouvons pas exporter sans l'adapter. Et il vient de préciser qu'il n'habite pas en Afrique. Monsieur Pierre-Olivier Lefebvre, nous passons la parole à... Ah non. Si vous me le permettez, je parle au nom de l'OMS. Je voudrais simplement souligner le fait que notre collègue du bureau africain aurait dû assister, mais il n'a pas pu venir. Désolé. Donc, nous allons, si vous le souhaitez, partager votre contact avec notre délégué en Afrique. Et nous pouvons donc essayer de renforcer vos capacités, vous aider au plus possible et pouvoir rassembler les différents pays qui font partie de notre réseau. Merci. OK. Juan Luis Ramírez de Chile, voluntario senior. Bénévole senior du Chili. Pourquoi est-ce que le partenariat public-privé est si important, ainsi que le partenariat avec la société civile pour renforcer les villes amies des aînés et non seulement dépendre du gouvernement? Je n'ai pas eu vraiment le temps lors de ma présentation, mais ici, j'ai une liste de tous les pays et les personnes présentes. Je n'ai pas eu le temps de le lire, donc je vous invite à vous rapprocher du stand de Costa Rica et vous allez donc recevoir la certification d'affilié. Juan est représentant du Chili de la société civile. Juan travaille afin de créer ces voisinages amis des aînés. Non seulement à partir du secteur privé, mais également à partir des communautés. Le programme des villes et amis des aînés est un programme pour tous et avec tous. Tous les secteurs vont renforcer le programme et la démarche pour son développement et sa durabilité. Nous avons donc la fleur avec ses différents pétales et ses différents domaines. Ces différents domaines représentent des secteurs. Nous devons tous travailler coude à coude afin que cette démarche puisse se développer. On parle souvent de l'économie des seniors, de tout ce que nous devons faire. Et il est donc important d'impliquer le secteur privé car un grand nombre des actions peuvent se développer dans ce cadre, mais également un grand nombre des actions pouvant favoriser les environnements amis peuvent être soutenus à partir du secteur privé. Merci. Thanks, Suzanne. John Bidd, Columbia. Merci, John Bidd de l'Université Columbia. C'est génial de voir ce que vous avez fait et et les résultats. Je voudrais aborder une question qui a été mentionnée par Patricia, qui est la réponse à la pandémie. Ceci souligne le fait que non seulement nous avons un réseau de villes, mais nous avons également une infrastructure mondiale qui est là pour que nous puissions l'utiliser, que ce soit dans des moments de pandémie,
d'autres types d'initiatives pour lutter contre l'isolement, l'activité physique, tout type de démarche. Et donc, je voudrais savoir si les panélistes pourraient nous dire ce dont nous avons besoin pour concevoir ou pour créer cette capacité plus large et pouvoir donc répondre à ces demandes à l'échelle mondiale. Merci, John, de votre question. Question géniale. Je tiens à préciser que même la perspective régionale est importante. Il n'est pas toujours facile de collaborer car il y a une barrière de langue, les concepts sont différents et donc avec le réseau mondial, nous nous inscrivons dans le même cadre et nous parlons tous la même langue. Il faut donc renforcer les mécanismes. Par exemple, le fait de nous réunir ici et d'avoir la possibilité d'apprendre les uns des autres est une façon de renforcer le réseau. Et je considère qu'avec tout ce qui se passe ici, c'est une façon de renforcer le réseau, renforcer les capacités, nous rassembler, partager des connaissances est une façon de renforcer notre réseau. Et nous pouvons ainsi donc parler de la même langue. Merci. Maybe just a quick one to add on to that. I think a lot of... Si vous me le permettez, je voudrais dire que ce que nous essayons de faire, c'est renforcer les capacités locales. Et donc, ce que nous faisons à Singapour, c'est au travers de nos visites à domicile. Nous essayons de voir si ces personnes ont besoin d'assistance aussi. Et donc, je pense que beaucoup de ce que nous avons investi est là pour renforcer les capacités locales qui nous permettent de mieux connaître la communauté afin de relever les différents défis. Et je crois que ceci nous permet d'augmenter les capacités. Yo voy a hablar desde lo local. Je vais parler du local, du terrain et de la commune. Notre pratique, ce qu'elle nous enseigne, c'est que l'on peut travailler sur le territoire en essayant de collecter les informations. La ville amie des aînés n'est pas possible qu'à partir de l'administration et des citoyens, et elle requiert de la collaboration. Mais pour ces collaborations, les institutions publiques, les collectivités locales, une ville par exemple, la commune doit attribuer d'autres rôles à ceux qui réalisent ces services, c'est-à-dire qu'ils doivent être des facilitateurs. Et nous ne sommes pas toujours habitués à y consacrer des ressources, générer des opportunités. Je crois que travailler ainsi, à différentes échelles, c'est nécessaire. Mais certes, lorsque l'échelle s'éloigne du contact direct et du travail direct avec les personnes, ce travail devient complexe. Il faut donc travailler à différentes échelles, partager des enseignements, mais ne jamais oublier que c'est dans la proximité que les gens se reconnaissent et appréhendent la valeur de travailler avec l'autre. Quand on nous éloignons de cela, je considère que c'est plus compliqué. Il faut travailler à cette échelle de proximité et lui attribuer sa juste valeur, car souvent nous nous éloignons de ce type de situation. Pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est vrai que le baromètre dont je vous ai très rapidement parlé, en fait, parle de ça. C'est-à-dire comment, au lieu de faire des enquêtes ou des questionnaires, on fait en sorte que les gens prennent le temps d'échanger entre eux. D'abord parce que les habitants âgés ne pensent pas la même chose, et ça c'est souvent une idée reçue qu'on a, de se dire il y a les personnes âgées, ils sont très différents, et le fait de se questionner ensemble sur comment on peut lutter contre l'isolement, sur comment on peut participer, comment on peut trouver sa place dans une forme de diversité, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose d'important à partager ensemble. Et je pense que la démarche Amis des aînés, telle qu'elle a été conçue, en tout cas telle qu'on l'a mis en œuvre les uns ou les autres, elle permet de créer des relations de confiance
parce qu'on travaille dans la durée et dans la proximité. Et ça change le regard, ça rassure chacun, parce que des fois, quand on est professionnel, c'est pas forcément facile d'avoir le sentiment d'être remis en cause, d'être critiqué. Et cette écoute, elle permet de progresser. Et puis, il y a deux niveaux. Vous parliez de la lutte contre l'isolement. Il y a la lutte contre l'isolement, je dirais, structurelle, parce que vous allez travailler, comme à Saint-Sébastien, sur la mobilité, sur la voirie, sur l'éclairage public, sur le mobilier urbain et tout. Et puis ensuite, il y a la proximité, je dirais, du lien de personne à personne qui va lutter contre l'isolement, parce qu'en fait, on a quelque chose à vivre, on a des objectifs. Et pour moi, la démarche Amis des aînés, elle permet de dire aux gens, vous avez un avenir dans votre avancée en âge et la ville vous renvoie cet avenir pour le construire ensemble. C'est aussi ça le changement de regard et c'est ça qu'on a à partager. Merci beaucoup. Je m'appelle Munche et je suis enseignante en Corée du Sud. Voilà, alors je crois que le réseau de l'OMS a été lancé en 2010. Cela fait déjà 16 ans qu'elle est là. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de communautés, de plus en plus de communautés, de plus en plus de pays. Alors voilà ma question. Quel est l'indicateur principal afin de pouvoir dire qu'une communauté est amiable ou non? Est amie des aînés. On peut avoir la perspective, par exemple, de l'attente de vie, l'espérance de vie. Par exemple, ça c'est simple à mesurer, mais je crois que la participation sociale et l'agisme sont plus difficiles à mesurer. Alors, je me demandais comment voyez-vous cela? Comment savoir si une ville, si une communauté a amélioré sa situation? À Singapour, vous suivez des KPI, mais comment on fait ça dans d'autres villes? À qui? Bon, oui, nous, récemment, nous sommes réunis avec les gouvernements locaux pour parler des indicateurs, par exemple, les indicateurs pour les autorités locales. Et oui, nous avons défini quels sont les indicateurs qu'il faudrait suivre, mesurer. C'est une bonne question, la vôtre, oui. Il y a des éléments qui sont difficiles à mesurer. Par exemple, comment mesurer l'impact que nous avons concernant la solitude. C'est difficile à mesurer si on est en train de lutter contre la solitude. Nous avons une unité de recherche en coopération avec l'université et nous voulons obtenir encore d'autres données meilleures. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que chez nous, Singapour, nous mesurons beaucoup de KPI et il y a beaucoup de programmes qui essayent de répondre à différents besoins. Je crois que peut-être un élément important de notre expérience chez nous est que nous mesurons différentes questions, comme je vous l'ai déjà dit, au niveau national. On va poser, par exemple, on demande aux gens, quel est l'impact des programmes? Que pensez-vous? Et c'est vrai que je crois que ce n'est pas simple de mesurer tout ça, encore une fois, mais il faut simplifier les choses, concrétiser beaucoup, parce que nous sommes en train de parler de personnes qui ont différents intérêts et différentes nécessités. Et alors, voilà, je crois que chaque personne peut se sentir mieux de manière différente. Comment mesurer cela, n'est-ce pas? Alors, il faut simplifier les choses. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes. En tant que chercheuse, oui, il y a une chercheuse qui s'appelle Louise Lafortune. Elle a fait un travail très intéressant de ce point de vue-là. Elle a mesuré le ROI, le Return on Investment, le retour sur l'investissement. Voilà, elle a mesuré cela. Alors, combien va-t-on obtenir à partir d'un investissement fait? C'est une étude faite à Cambridge qui va voir le jour d'ici 3 mois, je crois, qui va être publiée. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un seul indicateur, il y a beaucoup d'indicateurs différents, des clusters d'indicateurs à utiliser. Pierre-Olivier, et après, oui. Nous, on a mis en place un label en fonction de la taille des territoires, justement pour évaluer leur implication et la marge de progression
non pas sur des indicateurs, je dirais, du plan d'action, mais aussi sur la façon de mettre en œuvre la stratégie et d'intégrer dans les plans d'action ce qu'attendent les habitants âgés. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous invite à venir sur le stand du réseau pour qu'on vous montre comment on a travaillé ces indicateurs qui permettent en fait de conjuguer deux choses compliquées. C'est que la particularité locale à un endroit n'est pas la même qu'à un autre, et en même temps d'avoir une vision globale sur laquelle on doit causer la même langue sur les mêmes sujets pour que ça fonctionne. I want to mention that in the context of the Decade of Health. Dans notre contexte, nous avons lancé, oui aussi, nous avons proposé des indicateurs très larges et spécifiques aussi pour les environnements, amis des signes. Et un indicateur serait le pourcentage des personnes qui pensent que la prise de décision est inclusive, ou le pourcentage des personnes qui pensent vivre dans des villes amies des aînés. Il faut un suivi large. C'est vrai que les résultats vont être très spécifiques, mais il faut qu'il y ait des directrices, des guidelines qui soient un petit peu générales. Voilà. Mais c'est disponible dans notre site web. Alors on va finir, oui. Seulement une phrase, je ne sais pas combien de personnes dans la salle travaillent dans les communes, dans les mairies. Et alors, une pétition à ceux qui travaillent avec les indicateurs et l'évaluation. S'il vous plaît, veuillez penser à ensuite, dans chaque commune, comment on va mettre en œuvre tout cela. Parce que dans beaucoup de communes, il n'y a pas de culture pour faire des évaluations. Les évaluations ne sont pas durables. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ces évaluations, on puisse la faire à différents niveaux et qu'il faut aussi bien la concevoir pour qu'elle soit utile, au-delà de tout simplement avoir des études et des recherches magnifiques. Il faut que ce soit utile. We are out of time. La toute dernière. Je m'appelle Margarita Llorente de l'association Canta Pasarina des réseaux de soutien pour les femmes âgées, lesbiennes et bisexuelles. Pour revenir à ce que vous avez dit, quelle catégorie il faudrait donner à Madrid? Oui, si nous prenons en compte le comportement pendant la pandémie, 730 personnes ont perdu la vie. Alors je ne sais pas si Madrid a un label ou s'ils ont adhéré au réseau de villes amies des aînés, il faudrait le leur retirer. Ensuite, il y a beaucoup d'associations. Oui, on est à la mode, nous les personnes âgées. Il y a beaucoup d'associations de petite taille en train de surgir. Il faut les aider. Les exigences pour leur durabilité, leur autonomisation sont énormes, sont trop exigeantes. Alors je crois que nous tous devrions pouvoir travailler et qu'on nous aide à mener à bien notre travail, parce que c'est trop dur. Quizás como soy la única. Peut-être comme je suis la seule à être dans un contexte institutionnel similaire par rapport à Madrid. Je ne vais pas donner mon opinion, ça me suffit avec ma propre ville. Mais avec nos réussites et nos défis, c'est mais je crois que du point de vue institutionnel, ici en Espagne, nous avons un défi énorme. Ce que vous dites est vrai. Les gens qui s'organisent, qui veulent s'organiser ou qui travaillent dans ce monde-là, dans des trucs liés au bien commun, c'est sûr que le contexte réglementaire, institutionnel, le niveau d'exigence est énorme, vraiment disproportionné. Alors, c'est quelque chose que nous connaissons, nous aussi, dans les institutions. Parfois, c'est très difficile. Et c'est vrai que parfois, on complique trop les choses. Étant conscient du fait que parfois, il faut établir des mécanismes de garantie, parce que nous parlons de ressources publiques. Mais vous souffrez cette situation, et nous aussi. Alors, oui, je comprends ce que vous dites. So, is there any other question, or you would be happy if we finish? Peut-être on serait content si on finissait déjà maintenant. Merci beaucoup.